Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce jour. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous revoir. Absolument un plaisir partagé. Je salue les internautes pour leur patience parce que ça fait un moment que je n'ai Un sacré plus pris moment part aussi ici. pour Julien Kitty. Ouais, c'est vrai, sacré moment, mais pour une bonne cause, hein, parce qu'on est toujours dans l'engagement. Et mon plaisir est doublé par le fait de retrouver en face de moi quelqu'un que, à juste titre, j'appelle grand frère, non pas parce qu'il est simplement plus âgé que moi, mais parce qu'il apporte quelque chose de substantiel dans ce que j'appelle les actions d'intérêt public. Moi, quand je vous appelle grand frère ou je vous appelle Fofo, tout le reste, c'est jamais parce que, bon, c'est juste pour vous flatter, c'est aussi parce que je pense que vous avez du contenu, vous avez quelque chose dans la tête. Vous voyez, il vous a dit bonjour de façon très sportive. Donc ça veut Et dire très que vigoureuse. les années passent, mais bon, il ne prend pas de ride, en tout cas dans l'engagement. Merci Julien Kitty. Cette semaine également, il y a quand même un sujet qui a fait l'actualité à la une des journaux. Ce sont les 30 premiers jours de l'administration Wadaï. J'ai bien envie de poser la question à Fernando Ressou. On ne vous a pas entendu sur le sujet sur ESAE TV. Alors, depuis avril dernier, le président Kassim Boueki Romuald Wadaï a pris les rênes du Bénin. Il dirige le Bénin depuis plusieurs jours. Dites-nous, ces 30 premiers jours, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes, très bonnes. Nous avons affaire à un homme d'État qui n'a pas voulu, après la grosse bataille des présidentielles, il n'a pas voulu se reposer et c'est au pas de charge qu'il s'est engagé dans la course. Il a fait le tour de façon très intelligente. Il a damé le pion à tous ceux qui élucubraient. Il va partir en France. C'est un valet de talent et donc de Macron, etc., etc. Il a fait preuve d'une intelligence manœuvrière hors pair et sans tambour ni trompette. Il a mis tout le monde d'accord et vous avez vu l'apaisement qui subitement est arrivé dans notre sous-région. Ça augure quelque chose de fantastique. C'est vrai, on va me parler de la trêve qui a été, disons, pratiquement institutionnalisée, mais il n'y a pas que ça, il y a la manière Wadaï que je commence à applaudir. Merci pour ce commentaire. Julien Kitty, 24 mai 2026, Romuald Wadaï a prêté serment. On a vu les circonstances dans lesquelles cette prestation de serment, cette cérémonie s'est déroulée. Un gouvernement a été formé et des pas sont en train d'être posés. Il y a eu un conseil des ministres le 3 juin dernier pour Fernando Ressou. Ces premiers pas sont porteurs d'avenir et d'espérance. Et pour vous? Oui, mais moi, je pense que Romuald de Wadaï, moi, ne me surprend pas. Je suis plutôt en train de le voir confirmer tout le bien que je pensais de lui. Je suis heureux de parler devant un sportif. Lorsque vous faites, c'est à l'école que j'ai fait ça, la course de relais, lorsque quelqu'un a le témoin en main et il file vers toi, ce n'est pas au moment où il te passe ça que toi, tu commences par chauffer ton corps. Parce que le rythme qu'il prend pour te transmettre ça, là, toi, tu accélères le rythme. Ça veut dire que tu étais déjà préparé à faire autant et plus que l'autre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la course d'attente. Très bien. Donc, Wadaï, pour avoir fait 10 ans à un poste aussi stratégique que le poste de ministre des Finances et de l'économie en charge de la coopération, aux côtés d'un Patrice Talon qui est un véritable turbo, eh bien, il était déjà dans l'échauffement. Maintenant, quand on lui transmet le témoin, et Patrice Talon avait mis la barre tellement haut que Wadaï était contraint de prendre la barre là-haut où Patrice Talon a mis ça et de continuer à un rythme qui corresponde aux attentes des populations. Vous savez, il y avait un piège qui le guettait. Le piège, c'était quoi? C'est pourquoi lui disait, il y a des gens qui étaient là pour dire, bon, mais on va lui trouver des comportements de gens qui veulent vivre, d'un président qui veut vivre sous assistanat, d'un président à qui il faut tout dire. Non, il a montré que, bon voilà, lui, sa gouvernance, c'est né avec les dents, et il a vu là où il faut frapper.
Dans le contrat social avec un peuple, c'est ça, c'est de voir les besoins, les aspirations, les intérêts de ce peuple, après d'avoir l'intelligence de les stratifier pour savoir par où vous commencez. Vous voyez les mesures qu'il a prises. Il a présenté son projet de société quand il voulait faire campagne. Et vous savez qu'il y a encore des Béninois qui pensent que, malheureusement, les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Mais il est venu, il vous a dit, ben voilà, les relations avec les voisins du pays, c'est une priorité pour moi. Il y va. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont eu même la frayeur de dire, ben, est-ce qu'il pourra descendre dans un avion à l'aéroport de Bamako, à Niamey, à Ouagadougou. Mais le gars est descendu, il a parlé avec ces gens. C'est aussi une question de génération peut-être. Tu as vu comment les Nigériens, les Burkinabés qui étaient si remontés, subitement, on commençait pas à parler avec le premier des Béninois. Ça veut dire que rien de fondamentalement trop fort ne nous opposait. C'est une question de style. Patrice Talon avait fait tout ce qu'il fallait. Mais c'est que les gens étaient déjà braqués contre sa personne. Ce n'était pas son style qui était en jeu, c'était sa personne. Alors, pour ce qui est de l'interne... Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne voulaient pas rouvrir leurs frontières? Voilà. Parce que les deux peuples souffrent. Comment? Et le Nigérien est plus heureux même de ce qui se passe là maintenant que quiconque. Hein. Parce que jusqu'au dernier vendeur d'oignons qui, dans les pousse-pousse, là, passe dans les quartiers, lui, le Bénin est important pour lui. Il quitte son pays pour venir jusqu'au Bénin pour ça. C'est ça. Et il vend de petites choses, il fait fortune. Va le voir quand il retourne dans son pays. C'est un roi. Alors, donc, c'est vous dire que c'est sincèrement ce qu'il est en train de faire. Et il vous dit, on va parler dans les mesures sociales, là, dans les hôpitaux, il faut soigner d'abord. Voilà, il vient, il dit, bon, ok, moi j'ai besoin de plus d'argent pour faire ça ici et maintenant. Il envoie un budget collectif à l'Assemblée nationale, c'est voté. Et puis, dans les autres, moi j'ai exprès parcouru quelques formations sanitaires. C'est un personnel qui est en alerte. Et le langage, c'est ça là. Si tu fais erreur pour ne pas soigner les gens qui sont en détresse, d'accord, par rapport à leur vie, tu auras affaire non pas seulement au ministre de la Santé, mais au chef de l'État, parce que c'est vital pour lui. Il y tient vraiment. Fernando Ressou, avant de revenir par rapport aux décisions qui ont été prises le 3 juin en Conseil des ministres dernier, le 24 mai, lorsque Romuald Wardani a prêté serment, il a formé dans la soirée son premier gouvernement. Vous êtes un grand acteur du monde sportif béninois. Il y a quand même une chose qui retient l'attention, c'est que désormais, on a le ministre des Sports et de l'engagement civique. Est-ce que lorsque vous avez appris cette dénomination-là, est-ce que pour vous, cela augure de meilleurs lendemains demain pour les sports au Bénin? Pourquoi vous voulez vous accrocher seulement au sport? Je vous dis, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a pu inspirer le président Wardani? Je vous dis, tous les maux de la société béninoise sont là. L'indiscipline, l'incivisme, le non-respect du bien public, etc., etc. C'est le ministère des Sports qui, aujourd'hui, si le travail est bien fait, va résoudre ce problème. Je vais vous dire ceci. Comment? Oui. Le baron Pierre de Coubertin a observé le microcosme politique européen s'est rendu compte que la France perdait toutes ses guerres face à ses voisins. Il a dit, mais comment peut-on l'expliquer? Bon, je veux comprendre. Il prend son bâton de pèlerin, il sillonne toute l'Europe et il s'est rendu compte qu'ailleurs en Europe, l'engagement civique était épinglé comme un comportement de tous les instants. L'éducation physique était même jusque dans les écoles. Je fais une parenthèse en disant que lorsque Pierre de Coubertin, après avoir réuni tout le monde du savoir à la Sorbonne pour parler de la rénovation des Jeux Olympiques, c'est justement après cette tournée. Parce qu'il s'est dit, il faut donner à la jeunesse française et mondiale le sens de l'engagement
ce que nous appelons la joie dans l'effort. C'est pour ça qu'il a épousé les 3 mots du père Didon, qui était son ami, et qui, avant d'envoyer ses enfants en classe, les faisait passer sur un terrain de gymnastique. Allez plus vite, plus haut et plus fort dans tout ce que vous faites. C'est de l'engagement civique. Et donc, quand il a fait cette conférence de la Sorbonne qui a abouti le 23 juin 1894 à la création du Comité international olympique, tout est parti. Aujourd'hui, il n'y a pas de Jeux olympiques sans volontaires. Et dans notre pays, il nous faut ramener ça. Il n'y a pas une équipe qui prospère sans philosophie de jeu. Or, l'olympisme est défini comme une philosophie de vie qui exalte et combine en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. L'olympisme, alliant le sport à la culture et à l'éducation, se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la responsabilité sociale et le caractère universel de l'éthique. Le ministère des Sports qui retrouve l'engagement civique, c'est travailler à ramener les Béninois à suivre les pas de l'olympisme, les valeurs de l'olympisme que sont l'amitié, l'excellence, le respect de soi, le respect de l'adversaire, le respect de l'entraîneur, le respect du public, le respect des infrastructures, le respect de la parole donnée, le respect de la volonté de bien faire, le respect d'être en bonne santé pour contribuer au rayonnement et au développement de la nation. Lorsqu'on va introduire cet engagement civique grâce au sport jusque dans nos plus petites entreprises, avant de démarrer le travail, tous les matins, 30 minutes d'APS, activité physique et sportive, tout le monde serait réveillé. Les neurones seront en alerte. quelles sont les actions sur lesquelles on doit attendre le ministre Benoît Dato? Les actions sur lesquelles on doit attendre le ministre Benoît Dato, ça va dans l'information, la communication, l'éducation en matière de civisme. Et le civisme n'est pas que sportif. Parce que je suis en train de vous faire comprendre. Si vous prenez un exemple basique, les meilleurs directeurs, les meilleurs censeurs, les meilleurs surveillants généraux de nos établissements scolaires, allez demander, ils sont professeurs certifiés d'éducation physique et sportive, à défaut d'être professeurs certifiés tout court. C'est très important parce que on parle de discipline à la base. Tu ne peux pas être sportif sans être discipliné. On dit qu'un match va démarrer à telle heure. Et toi, tu vas venir 15 minutes après, ça s'appelle forfait. Tu es forfait après 15 minutes, un quart d'heure. J'ai le cas. Lorsque l'on y voit de près... Si vous le permettez, oui. J'ai parlé du 23 juin 1894. Création du Comité international olympique. C'est pour ça d'ailleurs, nous sommes en juin. Tous les 23 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée olympique. Au Bénin, le Comité national olympique et sportif béninois célèbre cette journée de façon tournante dans une commune de notre pays. On en a 77. Cette année, on sera à Avrancourt. Et je vais vous dire, si le 23 juin tombe sur un week-end, on célèbre ça le 23 juin. Si ça ne tombe pas sur un week-end, on essaie d'évaluer si on peut le faire une semaine avant, le week-end d'avant ou le week-end d'après. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui se fait maintenant. C'est ce qui se fait maintenant. Aujourd'hui même. Ce vendredi, Avrancourt va accueillir des communications sur les valeurs de l'olympisme, sur le sens de l'engagement civique, sur l'importance de ce que nous appelons les bienfaits du sport. Il y aura à partir de samedi une foultitude de manifestations sportives avec au départ à 7 heures une marche populaire qui va regrouper tout le monde. Vous avez 7 ans ou vous avez 99 ans, 100 ans. Wow. Vous êtes
personnes handicapées, tout le monde doit participer à cette marche parce que dans la charte olympique, le sport est défini comme étant un droit de l'homme. Vous voyez? Et en même temps, un droit qui doit s'accompagner avec un certain nombre de devoirs et aussi de droits. Le non-harcèlement, la lutte contre le dopage, la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, la lutte contre la violence sous toutes ses formes. Vous voyez déjà le sport à la base, c'est de l'engagement civique. Merci à vous, Fernando Ressou. J'ai le cas, à l'instant, dans votre première intervention, vous étiez en train de faire cas quand même des mesures qui ont été prises lors du Conseil des ministres du 3 juin. Est-ce que cela veut dire que vous saluez le fait que le président de la République, Romuald Wardani, a eu à promettre aux populations et aussitôt le pouvoir pris, il l'a concrétisé? Oui, c'est d'abord ça la base du contrat social, je reviens là-dessus. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi on appelle le gouvernement l'exécutif? Il y a un contraste dans la structuration du dispositif démocratique. On appelle le gouvernement le président de la République, la première personnalité du pays, mais en réalité, le nom exécutif qu'on donne au gouvernement après montre que un dirigeant, ce qui caractérise son action, c'est le verbe servir. Servir. Et le S de service au départ, là, c'est pour écrire signaler l'avenir. Si ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas capable, de par vos propos, vos annonces, de par vos actions, cohérence entre l'action et la parole et l'action, vous ne pouvez pas signaler l'avenir. C'est-à-dire nous quittons ce point A pour aller vers un point B. Il a dit tout à l'heure, je me rends compte que c'est pratiquement un slogan sacré pour eux, les sportifs, c'est aller plus loin, plus vite et plus fort. Romuald Wardani. Et puis on a ajouté, et à partir de 2016, plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Voilà. Citius, Altius, Fortius, communautaire. Parce que le monde aujourd'hui, si vous voulez voguer seul, vous allez périr. Et quel est, comme pour faire de la cohérence, quel est le mot d'ordre, la phrase sacrée qui a amené plus loin ensemble. Plus loin ensemble. Vous voyez la cohérence. En fait, c'est dans le mind. Romuald Wardani est préparé. C'est un athlète qui a préparé de façon sérieuse sa compétition. Parce qu'il sait que quand il prend le pouvoir, en 2026, il prend le pouvoir après certain Patrice Talon. Mais c'est comme si vous êtes un joueur dans une équipe de grande renommée et vous avez une star qui est peut-être, c'est le football, joue le 9 ou le 10. C'est lui qui marque les buts et fait remporter. Et on le déplace, ou il change de club, ou bien il prend sa retraite internationale. On va vous chercher, on vous place là. Soit vous mourrez, parce que ça vous pèse dessus, soit vous êtes préparé et vous venez ici et maintenant vous faites le résultat. Et c'est ce que Romuald Wardani a fait. Il l'a dit d'ailleurs en période électorale, il a dit, nous savons ce qu'il y a à faire. Nous avons fait ensemble des sacrifices. C'est le moment de pouvoir concrétiser un certain nombre de choses qui vont rejaillir sur tout le monde. Et nous connaissons les priorités. Et en plus, c'est quelqu'un qui a tout le temps travaillé à donner la preuve qu'il sait capter les financements, il sait crédibiliser la signature Bénin pour mobiliser les ressources. C'est le travail qu'il a fait à côté de Patrice Talon. Donc, les ressources pour faire ce qu'il doit faire, il sait où les trouver. À partir de ce moment, ce n'est plus, il ne lui reste qu'à manifester cette volonté qui existe déjà. Alors, je voudrais bien placer un mot sur cet fait d'engagement civique collé au département du sport. Moi, j'ai eu peur pour le ministre Dato. Après, ce qui m'a rassuré, c'est sa jeunesse. Donc, il a la possibilité de crucifier la jeunesse ou de l'élever au rang d'entité incontournable dans tous les secteurs de développement. S'il réussit, c'est bon. Vous savez, moi, j'avais commencé avec certains amis, avant même la formation de ce gouvernement, mettre en place un centre où nous voulons faire de la recherche-action. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on produit de la réflexion, mais on pose des actions directement et on fait des recherches qui débouchent sur des actions concrètes où on mobilise les jeunes autour de ça. C'est comment on a appelé ça? Centre de recherche-action pour la participation citoyenne. Parce que je suis parti d'un constat. J'étais ulcéré
quand, avant les élections, on suppliait pratiquement les citoyens pour aller voter. Mais je suis allé à la télé, j'ai dit, mais celui qui veut voter là, le fait pour lui de dire je ne veux pas voter, c'est une manière de laisser. Si le pays était, par exemple, un patrimoine à nous tous et qu'on a partagé la part de parcelle qu'on t'a donnée là, la parcelle qu'on t'a donnée là, qui montre que tu es béninois là. En refusant de voter là, tu prends ça, tu jettes dans la rue, tu dis, moi là, je suis devenu apatride, je n'ai pas de patrie. Celui qui passe s'il veut, il n'a qu'à prendre. Parce que c'est le pouvoir que la nation, la Constitution te donne pour pouvoir exercer la sanction positive ou négative sur celui qui dirige le pays ou celui qui ambitionne diriger le pays. Le fait qu'on te demande de venir voter, ce n'est pas une manière de dire on te colle forcément à Kodjo ou à Kossi. Tu peux même aller dire aucun de ceux qui sont candidats là ne me plaît. Il y a une manière de manifester ça. Et à la fin, on analyse les résultats. Ça permet de planifier le développement. Mais quelqu'un refuse de le faire. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que celui-là, depuis qu'il commençait pas à avoir l'âge de la raison, il n'a pas suffisamment entendu. D'accord? Et n'a pas suffisamment entendu de gens crédibles en qui il se retrouve des paroles du genre, ça, quand on le fait, on est un bon citoyen. D'accord? Mais le sport, c'est démontrer que c'est l'activité qui, au monde, mobilise plus facilement, plus grand et détermine plus vite. En communication sociale, on nous a appris que lorsque vous voulez faire de l'information pour un changement de comportement, pour que celui à qui vous avez parlé en arrive à adhérer et exécuter ce que vous voulez là, il y a 10 étapes. Et ça, les psychologues l'ont étudié. Quand vous êtes en milieu sportif, des étapes sont brûlées. Parce que celui qui vous écoute, pourquoi on parle de coach? Il est sur le terrain, un cri, un code qu'ils ont, dès qu'ils lancent ça, son joueur, son athlète sait comment il faut changer le cours des choses. Donc, il y a un terreau fertile à ce niveau à joindre l'engagement civique au sport. Maintenant, il faut que le ministre des Sports et de l'engagement civique fasse quelque chose que je ne vois pas chez beaucoup de ministres. Lorsqu'on vous a confié une mission, la dénomination d'un portefeuille ministériel, lance les axes sur lesquels il faut aller. Et comme on est avec un président turbo, super turbo, pour aller plus vite, il y a toujours des gens qui se trouvent quelque part dans le pays, qui savent comment on ouvre ses portes, qui savent comment on avance sur ces choses-là. Aujourd'hui, si moi je suis le ministre des Sports et de l'engagement civique, c'est que mon département, ne serait-ce qu'avec engagement civique, là, mes actions sont transversales sur tous les autres départements ministériels. Je serai à même de dire à chaque ministre, si le ministre de la Santé a des difficultés à faire adhérer les fonctionnaires du secteur de la santé, les bénéficiaires des soins de santé, parce que la participation citoyenne, c'est quoi? Celui qui vient à l'hôpital, on lui a dit, mais les gens accueillent mal à l'hôpital. Si on travaille l'argent qui est là pour accueillir correctement, est-ce que pour autant on doit laisser le citoyen qui, parce qu'il est malade, celui qui l'accompagne vient, après 5 minutes alors que l'agent est en train de faire ce qu'il faut commence pas à gifler l'argent. Est-ce que ça aussi, ça va arranger? Donc, il faut préparer en même temps celui-là aussi. Donc, l'engagement, la participation citoyenne, j'ai eu, pour finir sur cette question, oui. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu une amie qui a quitté Lyon, en France, pour venir au Bénin, pour venir voir comment, par exemple, les soins de santé se font en milieu tropical ici. Elle regarde et tout. On est là un jour, elle dit, mais écoute Jules, le programme qu'on a fait aujourd'hui, on va tarder un peu parce que j'ai besoin d'être en lien avec mes amis. On est en train de faire une pétition pour notre arrondissement là, parce qu'on estime que l'autorité locale n'est pas en train de faire suffisamment ce qu'il faut pour l'assainissement, la gestion des ordures. Je dis, mais quel est le lien? Elle dit, non, que ça fait tel nombre de pétitions, elle a déjà signé, ça fait tel nombre d'associations, elle a eu déjà à faire, où on sort, on dit, notre quartier doit être propre aujourd'hui et maintenant, et il n'y a aucune autorité qui puisse rester dans son bureau quand eux, ils sortent. Alors, celle qui me parlait avait moins de 25 ans. Ça veut dire que même loin de sa terre, elle sait que pour que son quartier, son arrondissement soit propre, elle a une responsabilité. Elle n'est pas payée pour ça. Mais est-ce que vous savez que nous, dans notre pays, ici, vous voyez quand vous circulez avec votre moto, vous circulez avec votre voiture, vous rentrez dans des rues, par exemple, vous avez des gens qui ont des maisons, la voie passe devant leur maison. Il y a de l'eau, il y a des crevasses. À défaut de voir les autorités locales le faire, il suffit que tout le monde sorte de sa maison et qu'on dise on veut arranger notre voie commune à nous, on arrange ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Chacun met des pierres
jusqu'à la lisière de là où il y a suffisamment d'eau, il y a des trous qui peuvent faire tomber un motocycliste et détruire les voitures de ceux qui veulent passer sur cette voie-là. Mais quand vous voyez, vous voulez passer par là, si vous tentez d'aller devant les maisons, on vous regarde comme un chien enragé. Mais je dis, mais pourquoi l'eau qui est dans votre rue là, que vous regardez, qui peut pourrir, qui peut générer des moustiques, rendre malades vos enfants, dans les flaques d'eau dans lesquelles vos enfants, pourquoi ils ne font pas ça? Comment le citoyen béninois arrive à résister à voir ça tous les jours? Ça veut dire que, grand ou petit, on a besoin d'être éduqué sur ces choses-là. Mais pendant que, il a dit quelque chose qui est intéressant, pendant que on est en train de vous éduquer, nous avons un défaut aussi chez nous, ceux qui n'ont pas, beaucoup n'ont pas la pédagogie pour éduquer. Pour les adultes, par exemple, les gens parlent d'andragogie. Je ne suis pas enseignant. Mais en milieu sportif, c'est-à-dire on vous inocule des choses qui, en temps normal, peut-être sont difficiles à accepter, mais vous l'acceptez avec sportivité et vous êtes dans la joie en train d'être discipliné, vous êtes dans la joie, mais en train de faire les choses comme cela se doit. Julien Kiti. Oui, alors, vous le Fernando permettez. Kassou, nous allons aborder les sujets. Oui, qui nous absolument. ce matin. Le sujet dont on est en train de parler est d'une importance névralgique pour notre pays. J'ai rencontré une grande dame du Rwanda. Je félicitais les Rwandais à Kigali. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est propre. Elle m'a répondu, on est allé apprendre ça au Bénin. On est allé apprendre ça au Bénin. Et elle avait raison. Puisqu'en notre temps, au moment où on parlait de l'école nouvelle, au moment où le Bénin faisait campagne nationale de salubrité, en ce moment-là, le gouvernement militaire révolutionnaire était capable de demander à un diplomate américain, monsieur, descendez de votre véhicule, Bien sûr. Bien sûr. apportez votre contribution à ce qui est fait. Il y avait même des initiatives où il y avait un jour, Suivez-moi bien. c'était les mercredis ou bien, je sais pas moi, tout le monde faisait le sport. Moi, j'ai fait au moins 3 ans au Ghana. Dans ma rue, tous les samedis, ou c'est les samedis puisque les dimanches, ils aiment l'église. Les petits caniveaux qu'on a eu à faire devant chaque... C'est-à-dire, ceux qui sont de l'autre côté là, la portion de caniveau qui est devant eux, ils sortent tous les déchets. Nous, on sort tous les déchets. Et on ramasse tout. Ici, il y a le Koueton Doué. Oui. On va les attendre. Non, aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? Et l'odeur. Les gens produisent les déchets qui vont verser dans les La caniveaux. puanteur là, on met ça, ça rentre dans nos narines et ça nous pourrit la vie. Mais on dit, on attend ceux qui vont venir faire. L'engagement civique ne permet pas ça. Il n'a pas le sport. Dans le sport, l'enfant qui est turbulent à la maison, on l'amène au sport, on le confronte. Je crois qu'on aura d'autres occasions pour en parler de fond en comble. Oui. Dans un pays où les gens ne se parlent pas. Bien sûr. Vous avez dit que RCBE est allé voir des gens, non? On va en parler. On va en parler. Lorsque Talon leur disait des choses ici, lorsque Talon est allé jusqu'à interpeller l'un de mes jeunes frères de ce pays, qu'est-ce qui me dit que demain là, le candidat de Talon ne sera pas un candidat choisi par les démocrates et puis ça a soulevé un tollé. J'ai dit waouh. Ok, on est là. Non, on en est là maintenant. On en est là et on va parler d'actualité. Le Niamey a posé 2 préalables sécuritaires non négociable pour ouvrir sa frontière avec le Bénin. Le premier, c'est la signature d'un accord formel actant le principe de non-agression mutuelle et interdisant à l'un ou l'autre pays de servir de base arrière pour déstabiliser son voisin. Le second, une transparence totale concernant les dispositifs militaires étrangers près de la frontière, assortie de la création d'une cellule de renseignement conjointe pour mutualiser la lutte antiterroriste. Donc, on peut dire il y aura un nouvel accord de défense et de sécurité et la transparence et le renseignement conjoint. Personnellement, rien de tout ça là ne concerne le Bénin. Et je l'ai toujours dit. On a fait des jérémiades avant que le Nigeria et le Bénin ne se mettent ensemble pour faire des patrouilles, nuitamment pour lutter contre le grand banditisme. Le Bénin n'a jamais eu peur que le Nigeria vienne l'agresser.
que des bases britanniques ou américaines se trouvent au Nigeria, ça fait quel problème des Béninois? Tenez, il y a eu une situation à un moment donné. Des militaires sont arrivés au pouvoir, la CEDEAO a posé un acte, le président béninois en exercice à l'époque est resté régalien. On est d'accord? Oui. Talon n'a commis aucune faute. Les positions ont évolué après. Talon a mis de l'eau dans son vin. La belle preuve. Est-ce que les frontières sont fermées du côté du Bénin? Non. Le Bénin n'a pas fermé ses frontières. L'autre chose, parce que certains pays ont chassé les militaires français de chez eux, ils ne doivent plus les voir chez les voisins. Ce n'est pas possible. Je signe mes accords de coopération militaire avec qui je veux. Et là-dessus, personne ne peut rien contre un État souverain. De la même manière que le Bénin ne peut pas dire au Niger, tu n'as pas le droit de signer accord avec la Russie. De la même manière, le Niger n'a pas le droit de dire au Bénin, tu n'as pas le droit de signer des accords avec la France, la Belgique ou même la Russie. Vous me comprenez? Oui. La seule chose qui doit rester constante, la non-agression est un principe non négociable et l'OUA, depuis l'OUA, ça existait déjà. Et je crois que dans notre sous-région, le Bénin est l'un des rares pays à l'avoir respecté. Contrairement à d'autres pays qui ont armé des mercenaires pour venir attaquer le Bénin. D'autres pays frontaliers. Vous me suivez? Je me résume en disant que, en fait, la situation était mûre depuis pour que les frontières soient rouvertes. J'ai le cas sur la même question par rapport aux deux préalables posés par Niamey. Non, je pense que si on rentre dans l'étude de la forme des négociations entre pays entre lesquels il y avait un coup de froid, on peut comprendre ça. Ce n'est pas inquiétant. Imaginez dans les discussions, dans les négociations, pour qu'on revienne à de meilleurs sentiments, ou qu'on concrétise la réouverture de la frontière, par exemple, la reprise normale de la coopération entre les deux pays. Imaginez que le Niger n'ait pas dit, au-delà des embrassages avec Romuald Wadaï, que le Niger n'ait pas dit « Ah, je veux être avec vous désormais parce que… » Parce que le Niger a dit tout le temps que le Bénin veut servir de base arrière à l'armée française pour les déstabiliser. C'est déjà une manière de penser que le Bénin n'est pas un pays souverain, ce qui n'est pas normal dans la coopération. Moi, j'ai fait, au bas mot, 10 débats à l'international, et ça, il y avait toujours des confrères, des experts nigériens dedans. Je leur rappelais toujours ce qui va peut-être être un problème pour vous après, c'est les mots forts que vous utilisez, les mots trop forts que vous utilisez pour attaquer la personne du président de la République du Bénin, qui lui va passer. Oui. Mais la République du Bénin va rester. La preuve, mais pourquoi, quand Patrice Talon a quitté le pouvoir, pourquoi il a suffi de ça, alors que le Bénin est resté le Bénin, ils ont été capables de recevoir. Voilà, Patrice Talon, s'il voulait vraiment les déstabiliser, il n'allait pas, un tutu personnel, il n'allait pas lui seul, individuellement, réussir à les agresser. Donc, il devrait embarquer des Béninois dedans. Les mêmes Béninois là sont là. Est-ce qu'entre-temps, ils ont eu la preuve qu'il n'y a plus un seul militaire français au Bénin, dans le cadre de la coopération entre le Bénin et la France, et c'est pourquoi ils ont reçu Wadaï? Non. Est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir, mais d'où Wadaï est allé puiser son courage de voyager, d'atterrir à Niamey, pour ne pas craindre pour sa vie? C'est parce que Wadaï veut le dire, nous Béninois, là, on n'a pas la moindre peur que vous, Nigériens, vous veuillez nous tuer. D'accord? Et donc, c'est ça le problème. On n'a pas peur. Moi, quand je rencontre un Nigérien, je ne sais pas. Parfois, je n'ai pas envie d'acheter, je n'ai pas besoin d'acheter quelque chose. Mais ça me plaît de m'arrêter. Même au moins, la crise était à son plus fort.
je m'arrête et je cause avec le dernier Nigérien qui n'est même pas dans les sphères politiques de cette affaire. Il finit par me dire, il dit, ah, toi tu es bon, hein. Ils sont dans la peur, les Nigériens qui sont ici, qu'on se mette à tenir compte de ça pour leur parler. Exactement. Alors que nous sommes un peuple d'essence pacifique. Vous savez, il a dit tout à l'heure, il faut interroger l'histoire. Moi, j'ai connu un peu la période révolutionnaire. Ce que j'ai pu gagner, ça c'est vers la fin, hein, parce que j'étais complètement adolescent. Mais je n'ai pas lu dans l'histoire du Bénin que l'armée béninoise s'est levée pour dire, il y a un voisin, moi, dans mon élan expansionniste, je veux aller raser. Est-ce que vous savez, quand on prend le Nigeria, qui est à côté du Bénin, mais si l'armée du Nigeria, avec tous les moyens que le Nigeria a, le Nigeria dit, pour que je survive, il faut que j'annexe le Bénin. Vous voyez, sur papier, on part défavoriser, nous, Béninois. Le Nigeria peut nous phagocyter. Mais il y a le divin qui a placé le Bénin, un griffe petit Bénin, en termes de territoire, de population, à côté du géant du Nigeria, qui a fait les choses de sorte à ce que le Nigeria, quand les dirigeants du Nigeria s'asseyent là, ils ont tellement besoin du petit Bénin là, qu'ils comprennent que c'est Dieu qui a voulu ça. Vous avez vu combien de fois Dangote, le plus riche du Nigeria ou d'Afrique, a pleuré du fait que le Bénin ne lui permettait pas de faire passer facilement son ciment par ici. Ça veut dire qu'il a besoin de ce pays. Donc, sur les conditions qui sont posées, oui, merci. C'est un principe de négociation. Il faut mettre sur la table, mettre sur la table des volontés, des réclamations assez concrètes. Ça veut dire que les dirigeants béninois doivent savoir que ce qui crée la psychose chez les dirigeants du Niger, c'est cela. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a dit ça comme ça que le Bénin va souscrire à ça dans la forme qui est demandée. Parce que quand le Bénin va se demander, tel que c'est dit, il faut donner des garanties. Vous allez signer un accord de non-agression. Mais si le Bénin démontre que cet accord existait déjà. Parce que quand vous prenez la CEDEAO et que vous prenez l'AES, les deux organisations issues de la grande CEDEAO, qui en réalité n'a pas encore changé. Il y a AES, il y a CEDEAO. Mais pourquoi les pays de l'AES ne sont pas sortis de l'UEMOA? Pourquoi depuis ils n'ont pas encore fait leur monnaie? On continue de vivre comme s'il y avait CEDEAO. Maintenant, dans cet espace-là, il y a déjà la libre circulation des personnes. Moi, il m'est arrivé, pendant que mon passeport devait être repris, il m'est arrivé de prendre ma carte CEDEAO, là, de voyager, de prendre un vol pour aller à Abidjan. On ne m'a pas dérangé. La carte, hein? D'accord, la petite carte magnétique, là. Donc, ça, c'est des... Et je peux aller au Niger, je peux aller partout. Les flux commerciaux, comment le Niger, depuis le Niger, le Burkina, depuis qu'ils ne fréquentent plus le port de Cotonou, là, vous savez ce que ça leur coûte? C'est énormément. Les commerçants sont ruinés. Et même, non seulement ils dépensent tout l'argent qu'ils doivent gagner, mais sur la voie, là, on brûle leurs camions parce qu'ils vont tomber sur les terroristes. Donc, ils sont obligés de laisser tomber. Le Béninois, le port de Bénin aussi a besoin de... Regarde, leur pétrole doit passer par ici. On a besoin de se regarder comme des frères. Dans le pipeline. Maintenant, la manière dont c'est conduit aujourd'hui, le fait qu'on ait mis sur place un comité où il y a les deux pays qui sont représentés, il y a les représentants des forces de défense et de sécurité. Vous savez, les militaires, j'ai découvert quelque chose chez eux en faisant mes petites enquêtes. Les hauts gradés de nos pays, là, des armées de nos pays, là, n'ont pas les mêmes problèmes que les hommes politiques ont. C'est pour la plupart des gens qui ont fait formation ensemble. Ils se parlent. Ils ont dormi ensemble, ils ont mangé dans les mêmes galettes. Et ils savent. Ils ont fait les mêmes écoles de guerre. Ils savent très bien qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas bien pour le Niger même qu'il soit retenu dans l'histoire que c'est sur injonction du Niger que le Bénin aurait rompu son accord, ses partenariats avec la France ou avec tout autre pays. Non, c'est pas bien. De toutes les façons, dans les négociations, on ne se met pas en position de devoir donner des ordres aux autres. Et moi, je ne voudrais pas revenir sur les mots que des cadres, des citoyens nigériens utilisaient pour désigner le président du Bénin. On ne va pas revenir. Lors d'une attaque de l'aéroport, le président avait eu à désigner le président Patrice Talon et bien d'autres chefs d'État. Bon, aujourd'hui, il y a eu encore une attaque, attendez, il ne l'a plus désigné. Très bien. Il y a eu attaque pendant que les négociations avancent maintenant. Le Bénin a été pratiquement le premier pays à dénoncer cette affaire, à apporter son soutien à Niamey. Et maintenant,
le même général Abdourahmane Tiani est au pouvoir, il n'a pas fait la sortie fracassante comme à son habitude, il n'a désigné même pas par personne interposée le Bénin comme étant la base. Ça veut dire qu'en réalité, tu vois, j'ai envie de vous dire, hein, c'est en français nous faisons l'émission, mais chez moi, chez les Minans, on dit c'est-à-dire que si le lien entre deux frères est imaginé et représenté par une canne ou un bois, vous pouvez regarder le bois comme s'il va se casser. Mais ce bois de fraternité ne se casse pas. Il va se tordre, mais il ne va pas se casser. Voilà. Sur ce sujet, oui, pour conclure, je vais vous dire, oui, les gens ne peuvent pas quitter la frontière du Tchad pour venir attaquer à Niamey. Et on va dire que c'est Patrice Talon qui est sponsor. Deuxième observation, les Britanniques ont tout fait pour rompre avec l'Union européenne. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le courant de retour est encore plus fort. Et voilà tout ce qu'ils ont perdu. Vous savez, vivre ensemble. Les États-Unis, Trump est en train de faire accord avec l'Iran. L'Iran qu'ils ont affronté. Dès qu'ils sont arrivés à un niveau donné où on dit dans les rapports de force, on peut faire le gentleman agreement, eh bien ça se fait. Est-ce que le partenaire de Trump, d'accord, Trump l'a regardé? Est-ce que pour ça, Trump ne peut plus discuter avec lui? Non. On regarde la situation, ce qui nous unit, et chacun est souverain. Si on peut... Bon, bref, ce n'est pas le cas de l'Iran et des États-Unis qui nous préoccupe aujourd'hui, mais je tiens à vous faire comprendre que quand deux pays sont voisins, ils sont condamnés à vivre ensemble comme les populations du Bénin et du Niger, et ça date de très, très longtemps. Ça me permet d'embrayer sur le prochain sujet qui a fait l'actualité cette semaine, c'est la réforme du médiateur de la République. Cette réforme adoptée par l'Assemblée nationale modifie en profondeur le statut du médiateur de la République. Ses fonctions sont désormais exercées d'office par le premier vice-président du Conseil économique et social, c'est-à-dire le CES. Les principales implications de cette réforme incluent fusion institutionnelle et rationalisation, c'est-à-dire le poste de médiateur de la République n'est plus une nomination exclusive, mais devient une attribution rattachée à la première vice-présidence du CES. Cette mutualisation des ressources vise à réduire les charges de fonctionnement de l'État et à renforcer la cohérence institutionnelle. Alors, le second intérêt, c'est que malgré cette fusion, l'indépendance du médiateur est sanctuarisée. L'institution ne reçoit destruction d'aucune autorité politique ou administrative dans l'exercice de ses missions. Le troisième point, c'est que le texte précise et assouplit légèrement les conditions de saisine. Toute personne physique ou morale estimant qu'une administration publique, une collectivité locale ou un établissement public n'a pas correctement rempli sa mission de service public peut saisir l'institution par requête. On a aussi le fait que le champ d'intervention exclut strictement les litiges entre personnes privées, les conflits entre l'administration et ses agents, ainsi que les dossiers pendant devant la justice ou cherchant à dénoncer une décision de justice. Commentaire, Fernando Ressou. Je me réjouis déjà, puisqu'à un moment donné dans ce pays, l'idée a circulé de mettre une croix sur le Conseil économique et social. Dieu merci, le Conseil économique et social est resté. Renforcé. Aujourd'hui, le Conseil économique et social est renforcé. Si on fait l'histoire du médiateur de la République, on ne peut pas ne pas penser au combat d'un homme, Albert Tévois-Diéré. Et puis, c'est comme si ça avait été taillé pour lui, parce qu'il fallait le mettre quelque part. L'importance du médiateur de la République n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, qu'on l'envoie, je parle comme ça, au Conseil économique et social, je dis c'est une très bonne inspiration quand on veut parler de mutualisation. Mutualisation des idées, mutualisation des moyens. C'est très important. Mais au même moment, je souhaiterais que si je prends la médiature ou bien la direction de du médiateur de la République, qu'il y ait une administration qui reste pour pouvoir enrôler les dossiers, les traiter de manière accélérée. Vous savez,
Notre pays, de temps en temps, on fait des choses. Vous prenez ce Conseil économique et social. Je fais partie de ceux qui continuent d'être malheureux de découvrir un beau matin que les représentants du mouvement sportif sont sortis du Conseil économique et social. C'est malheureux, je continue de le dire. Et voilà qu'on confie au sport une tâche extraordinaire, l'engagement civique. Et donc, Benoît Dato a du boulot. Comment faire en sorte que les citoyens aient d'abord ce que je pourrais appeler le réflexe d'aller vers la médiation plutôt que d'aller vers les tribunaux ou de prendre le gourdin ou le coucou. Vous comprenez un peu ce que je dis? Exactement. Parce que dans un cas comme dans l'autre, ça n'arrange personne. Parce que on a coutume de dire quelque chose. Les arrangements les plus mauvais valent mieux qu'un bon procès. Et ça, c'est fondamental. Merci. Je le dis et je le répète, j'achète cette idée de mutualisation et je crois, à mon humble avis, que ce n'est que comme ça que notre pays va prospérer. Julien Kitty, votre opinion sur cette réforme du médiateur de la République? Non, déjà, si on est un bon citoyen, on a le sens de la rationalité, on devrait pouvoir être d'accord sur l'idée de mettre ensemble d'une manière ou d'une autre des institutions qui se retrouvent à un même carrefour par rapport au service qui est rendu aux citoyens. Ensuite, sur la charpente qu'il faut donner à ça pour que ça ne pompe pas trop les finances publiques. Maintenant, il faut rester les yeux ouverts. Et là, le législateur est resté les yeux ouverts parce qu'il faut dire aux médiateurs de la République, dire au Conseil économique et social, même renforcé, vous ne vous substituez pas à la justice qui connaît d'un dossier, par exemple, qui a des principes également, que quand une procédure est engagée véritablement, même le simple citoyen, même les parties engagées dans le procès ne sont pas autorisées à agir. Il y a des mesures conservatoires qui sont prises, même le commentaire à faire, même vous et moi, nous devons avoir des limites lorsque un dossier est pendant devant la justice. Au-delà de ça, il y avait une étude à faire, c'est-à-dire nous sommes dans un nouvel attelage institutionnel qui demande réflexion. Et moi, j'avais commencé à faire cette réflexion-là. Aujourd'hui, vous avez, tu vois, l'exécutif, vous avez le Parlement, mais le Parlement et l'exécutif, dont quelques prérogatives sont récupérées par le Sénat qui vient, qui fait aussi, toutes ces institutions font dans la médiation. Vous avez le Conseil économique et social, et il est en train de faire le lien avec engagement civique. Je n'en suis pas surpris, parce que le Conseil économique et social, quand vous regardez ces prérogatives-là, en français facile, c'est être à l'écoute des populations, de toutes les composantes de la population, remonter leurs aspirations, leurs préoccupations dans les oreilles des décideurs, faire la pression sans les imposer. Pour que les décideurs puissent adhérer à ça et par eux-mêmes prendre les décisions qui cadrent avec. Parce qu'on a vu un fossé sur le temps entre les décisions prises de bonne foi par les décideurs et les populations auxquelles c'est appliqué. C'est pourquoi ces populations disent, bon, quand ils sont en haut là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Non, ils sont là pour eux. Et pour elles, il faut que ces populations aussi soient formées. Le Conseil économique et social doit faire ça. Dans sa nouvelle formule, ce n'est pas pour rien qu'on a eu maintenant des coordinations départementales. D'accord? Et les corps de métier et les secteurs économiques sont pris en compte pour que un décideur ne se lève pas de bonne foi pour dire, au lieu qu'on mette une usine de transformation des oranges à Zakota, où les oranges poussent naturellement, pour aller chercher une usine de tomates. Parce qu'il peut dire, je veux distribuer ça, je donne. Mais si là-bas, on n'a pas réfléchi, si des voies autorisées n'ont pas remonté l'information avec plus de crédibilité, ça ne peut pas se faire. On va mettre une usine de tomates à Zakota et mettre une usine d'oranges à Grand Popo. Très bien. Alors que là-bas, très bien. Alors, donc, pour éviter ces incohérences-là, c'est important le travail que le Conseil économique et social va faire. Mais quand vous prenez ce que le médiateur de la République faisait,
il y a toujours une passerelle où les deux institutions se retrouvent. Oui. Mais est-ce que pour autant, il faut supprimer l'autre institution? Non. Et regardez ce qui a été fait avec la Cour constitutionnelle et la Haute Cour de justice. C'était dans la même réflexion. C'est vrai qu'au niveau de la Haute Cour de justice, il faut continuer à réfléchir à la procédure de saisine pour que ça puisse être véritablement opérationnel. Mais vous voyez, c'est un membre de la Cour constitutionnelle qui est présidente de la Haute Cour de justice. Ça veut dire que sur le travail qu'ils font, il y a, après quand il faut se parler, on ne va pas dire l'autre, chacun reste dans son camp là-bas. Alors, maintenant, la réforme, tout va dépendre du résultat que ceux qui vont prendre en main l'institution. Et vous savez, le législateur a bien fait de réserver quand même, de préserver un minimum de part de souveraineté ou d'autonomie au médiateur de la République. Parce que c'est le premier vice-président du Conseil économique et social qui devient président, qui devient le médiateur de la République. Alors, si on ne lui donne pas un minimum d'autonomie lorsqu'il porte le manteau de médiateur de la République pour fonctionner avec ne serait-ce qu'une petite administration qui doit être maintenue, détachée donc de l'administration du Conseil économique et social, eh bien, il va se surprendre en train d'agir toujours comme le vice-président du Conseil économique et social. Et le président du Conseil économique et social aura beau jeu de lui dire ce n'est pas encore la priorité, ce dont tu es en train de parler. Voilà. Et je finis de me réjouir d'un autre aspect que vous avez relevé. C'est-à-dire que si quelqu'un a des difficultés dans ses rapports avec l'administration publique, une unité publique, il peut saisir le médiateur de la République, ça lui permet d'éviter les procès qui sont ruineux. Imaginez quelqu'un à qui on veut prendre un domaine que l'État veut prendre. Lui, il l'a acheté il y a 30 ans. On ne lui a posé aucun problème. Le même État lui a fait tous les papiers. Il veut se plaindre. Il a 3 possibilités. La première, appeler les gros bras. On fait machette. Quiconque vient sur la parcelle, on le charcute. La deuxième possibilité... Il aura affaire aux forces de Non, mais écoutez, même s'il a affaire aux forces de sécurité, même si les forces de sécurité le menottent, tout ça, vous n'allez pas menotter sa bouche, vous n'allez pas menotter l'histoire. Et une part de la population va continuer à dire « État fouille ». On l'a brimé. Et l'idée de État fouille. Et quand les gens accumulent ça, ça ne permet pas l'engagement civique, ça ne permet pas la spontanéité dans la participation à l'action publique. Alors, en dehors de cette possibilité, qui est déplorable, eh bien, il a la possibilité d'aller en procès. Et quand vous allez en procès, c'est votre temps, vous qui êtes déjà ruiné, c'est votre temps que vous prenez pour aller dans un tribunal tout le temps. Et un juge, ça peut, suivant ses occupations, renvoyer 20 ans, 30 ans. Vous avez le temps de mourir. Et il faut prendre un avocat, ça coûte de l'argent. L'avocat, c'est un prestataire, c'est vrai qu'il est là pour défendre la veuve et l'orphelin, mais il vit, c'est une fonction libérale, il vit de ça. Et même quand vous avez commis un avocat d'office, vous avez toujours des tracasseries à faire. Et vous ne savez, vous n'êtes pas détenteur, vous n'avez pas le monopole du temps de la justice. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez envie de laisser. Mais quand vous allez vers le médiateur de la République, lui, il a la facilité. C'est reconnu constitutionnellement pour demander à l'administration, là, pas écrit, qu'en est-il de telles choses. Et ceux à qui il demande ces agents publics ont obligation de lui répondre. Merci de préciser. Et il a la possibilité de faire la conciliation. Maintenant, cette réforme finit par régler un autre problème aussi, c'est que la concertation entre les institutions de la République pour servir la seule cause qui vaille, qui est la satisfaction de la population, ça va se faire. Et je ne savais pas, moi, que les organisations sportives étaient retirées du CES. Je l'avoue, mes recherches ne m'avaient pas amené à constater ça. Si ce n'est pas ça, il y a peut-être un travail encore à faire pour rétablir ça. Parce que le piège, maintenant, avec eux, c'est qu'il a été malin de le relever. Parce que quand on renvoie l'engagement civique au département du sport, tout ce que CES fait, tout ce que le médiateur de la République fait, tout ça, pour que cela prospère, il faut de l'engagement civique. Absolument. Il faut que le citoyen dise d'abord, je le jure, je m'en tiens, je m'en remets à vous, et je fais ma part de discipline citoyenne pour que vous puissiez me donner ça. Donc, si vous voulez faire le bien de cette population qui doit s'engager, si elle n'est pas travaillée pour être engagée, vous allez faire son bien, elle va vous dire,
Je ne vous ai pas demandé ça. J'ai mes solutions. Et le département ministériel qui doit s'occuper de ça, si les organisations, le sport a la particularité que même s'il y a un ministre des sports, ce qui fait vivre le département des sports, c'est les organisations sportives qui sont des structures d'abord autonomes, mais qui sont tellement actives qu'un ministre des sports, quoique agent de l'État, ne peut pas se passer d'eux et décider à leur place. Je voudrais ajouter. Oui, très rapidement. Vous savez ce que je veux ajouter? Oui. L'importance de cette décision. Si on l'exploite bien, on a combien de juges, s'il vous plaît? On a combien de greffiers au Bénin? Ouais. Il y a tellement d'affaires. Les juges ne dorment pas. Alors la maladie commune de nos juges, l'hypertension artérielle. Ouais. S'il vous plaît. Au sport, je vais vous donner un exemple. Le ministère en charge des sports a décidé d'organiser des tournées pour parler du mode alternatif de règlement des litiges en milieu sportif. Tribunaux ordinaires, oubliez ça. Vous n'avez pas la maîtrise de leur calendrier. Mais le sport, là, on est en train de jouer Coupe du Monde. Quelqu'un porte une réclamation, il faut aller au tribunal. Quand vous voulez une réponse accélérée, le mode de règlement, c'est au niveau du sport. Et le TAS est là. Je reste au TAS pour vous donner encore un autre exemple. Si vous allez au TAS, on vous dit, vous voulez arbitrage ou médiation. Si vous dites arbitrage, on connaît de votre dossier selon les règles de l'art. Et on rend une décision. Et on rend une décision, et c'est Cadet qui a raison ou c'est Léandre qui a tort. Et on se soumet à ça. Si vous choisissez médiation, la décision qui sera rendue va satisfaire tout le monde, voilà, sans jamais dire que tel a tort, tel a raison. Du coup, on vous demande des concessions en tout temps. On mitraille le bus du Togo. CAN 2010. Ouais. Mort d'homme. Les Togolais disent, ah, nous, on ne peut plus continuer la compétition. Ouais. Les organisateurs disent, vous devez continuer la compétition. Il y a combien de gens qui sont morts? Ils ont dit, comment est-ce que vous pouvez nous parler comme ça? Le président de la République dit, allez, rentrez au pays. Ils sont rentrés. La CAF leur applique la loi. Ouais. La loi dit, un pays, une équipe ne peut s'abstenir de participer à la compétition qu'en cas de force majeure définie par l'organisation. Oui. Voilà. Donc, laissez-moi finir. Donc, c'est la CAF qui dit, c'est cas de force majeure, c'est pas vous. Mais vous êtes parti, vous êtes suspendu pour 2 CAN. Ils vont au TAS, on leur dit, arbitrage ou médiation. Si c'est arbitrage là, aucun pays n'est autorisé à rentrer sur le lieu de la compétition par voie de terre. Donc la sanction de la CAF va être vous voyez, renforcée. Maintenant, ils ont dit, la CAF ne nous a même pas envoyé une lettre de condoléances. Ils disent, bon, ok, si vous envoyez une lettre de condoléances, est-ce que vous allez vous calmer? Ils ont dit oui. Si vous leur envoyez une lettre de condoléances et il s'agisse, est-ce que vous avez levé la sanction? Donc, de médiation en médiation, ouais, la sanction a été levée. Et le Togo a été autorisé à rentrer dans les éliminatoires de la CAN 2000. Alors que ça aurait pu faire un procès mondial. Comment? Tout un pays va s'engager pour dire, je porte plainte contre la CAN et la CAF. La CAF dit, mais moi, non seulement j'ai le droit de sanctionner cette équipe, mais en plus, la campagne de désinformation contre mon institution, moi aussi je porte plainte. Et ça peut se déplacer du milieu sportif pour aller vers les juridictions ordinaires internationales, même pénales. Ça y est, beaucoup d'argent seront... Merci pour cette belle illustration qui va nous permettre avec JLK de pouvoir embrayer sur l'autre sujet qui nous réunit ce matin, qui est en lien avec le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, qui, après avoir annoncé quitter l'opposition et rejoindre disons, de la mouvance présidentielle, a eu à rendre visite cette semaine au parti politique Union progressiste Le Renouveau et puis au parti politique Bloc républicain. Sur la forme, Julien Kitty, quelles sont vos appréciations?
Bon, un sur parti la- politique sorti des élections présidentielles qui a été challenger avec l'actuel locataire de la Marina, décide de rejoindre la mouvance présidentielle et se met à visiter les partis politiques de la mouvance présidentielle. Est-ce à dire qu'on peut soupçonner une fusion éventuelle à l'avenir ou bon, même s'il y a des raisons qui sont évoquées? vous allez déjà d'abord trop loin. Ils ont la souveraineté de leurs décisions. Oui. La fusion entre partis politiques, c'est prévu par Les les textes. textes, donc tout le monde peut le faire. Vous savez, pour être parti d'opposition ou ne pas l'être, c'est que vous êtes enregistré comme parti politique et après vous écrivez au ministère de l'Intérieur pour dire « moi, je veux m'inscrire comme parti d'opposition ». Le niveau de la législation dans notre pays ne vous demande même pas, ne va même pas plus loin pour vous demander quels sont vos idéaux, votre idéologie qui fait que on peut de façon pertinente voir que vous êtes vraiment opposé au style de gouvernance qui est là. Nous vivions dans un certain nombre d'aberrations qui vont avec la démocratie telle que nous l'avons copiée et qui était que un régime peut s'installer le lendemain, 24 heures réelles après, quelqu'un peut dire je suis opposé à ce régime. C'est une aberration. Celui qui est élu n'a encore rien fait. Vous dites que vous êtes opposé à lui. Opposant. Vous n'avez pas dit vous êtes divergent ou bien... Peut-être qu'il est opposé à sa vision. Non, non, écoutez. Ou à la vision Écoutez. Sur la base de laquelle il a été élu. Les pays comme les nôtres, là. Vous savez, il y a des pays qui ont fini de se construire. Et les gens réfléchissent maintenant à l'épanouissement psychosocial de l'être humain. Mais vous êtes dans un pays où quelqu'un peut s'engager en politique parce qu'il ne trouve pas à manger. Alors que l'engagement politique, c'est pas pour ça. L'engagement politique, c'est l'intérêt, l'attachement que vous avez pour l'action d'utilité publique. Et le premier niveau d'engagement, c'est que vous êtes prêt, comme un fou, à utiliser votre temps, votre énergie, vos moyens, pour faire avancer une cause commune. Bon, après, si vous êtes dans des fonctions données où on vous met des moyens à disposition pour que vous puissiez travailler, d'accord, ces moyens ne sont pas mis à disposition pour que vous puissiez vous enrichir outre mesure comme si vous avez plus de mérite que les autres citoyens. Mais non, ce que FCBE, UP Le Renouveau et Bloc Républicain ont eu à faire, ce que j'en sais, d'accord, en tant qu'observateur et analyste politique, c'est que j'ai observé qu'ils ont signé des accords de législature, mais ils ont signé également des accords de gouvernance. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un va gagner les élections, on va gouverner ensemble. Et le secrétaire national exécutif de FCBE en son temps, Paul Mounkwe, avait dit clairement sur un média, BIP Radio, l'a nommé, que lui, avec son parti, à partir de 2026, là, ils vont faire la mouvance, quoi qu'il arrive. C'est leur droit. J'ai déjà vu un dirigeant de parti, et pas des moindres, dit dans ce pays, on a fait 25 ans d'opposition, quelque chose qui arrive maintenant, on ne veut plus faire. C'est leur droit également, même si, bon, ça pose un problème d'éthique politique. Mais bon, on n'est pas directeur de conscience de quelqu'un à la fin. Merci. Maintenant, qu'il soit obligé de faire ce genre de visite et de médiatiser ça, là, je prends le manteau de stratège en communication politique. Pour vous dire ce que ça signifie, c'est qu'on est dans une difficulté pour bénéficier des dividendes liés à cet accord qu'on a conclu avec ses partenaires. Et on a envie, non pas de se voir en coulisses, mais on a envie de prendre l'opinion publique à témoin. À témoin. Pour dire que nous sommes obligés de rappeler à nos partenaires que nous sommes des partenaires. Et lorsque, dans une relation bilatérale ou multilatérale, quand vous êtes obligé de sortir publiquement pour montrer que vous êtes en train de rappeler à votre partenaire que vous êtes des partenaires, ça veut dire que votre mariage a quelques soucis. Ça ne veut pas dire que le mariage ne peut pas se faire. Maintenant, deuxième possibilité, et c'est là ça rejoint ce que vous insinuez. Ça peut être que FCBE, Bloc Républicain et UP Le Renouveau s'entendent bien. Ils savent ce que chacun va gagner dans les implications de leur accord. Mais peut-être ils veulent préparer psychologiquement l'opinion à une certaine fusion. Et c'était prévisible. Parce que la dynamique au niveau du Bloc Républicain et de UP Le Renouveau, c'est de ne plus avoir des partis, pas forcément plus compacts. Et tout au mieux des cas, ou au pire des cas, on veut avoir ces deux grands blocs. Maintenant, il faut que les autres partis qui vont fusionner, on puisse aller mollo avec eux pour y arriver. C'est arrivé avec Renaissance nationale. Ça peut arriver avec Noël Bénin, ça peut arriver, c'est arrivé avec le PRD, ça peut arriver avec FCBE. Et je pense que stratégiquement, FCBE, pour ce qu'il en reste,
a besoin. Pourquoi pour ce En qu'il temps en reste, le parti politique a été à l'élection présidentielle? Oui, pour ce qu'il en reste, parce que quand vous interrogez l'histoire du parti politique, ces performances sont allées décrescendo. Aujourd'hui, le parti... Pour avant ce le parti, qui en reste, c'est comme la RB, voilà, au temps où ça. Il y c'est a pas encore des Wagon caciques. qu'on amenait Très bien. Il y a les des députés à caciques qui sont l'Assemblée. là aujourd'hui, qui représentent le parti. Tu vois, c'est encore frais dans nos têtes que certains Judicaël, Roch, Ouanou, colistier de Paul Oumpe, ils ont été en face de Romuald Wadaye de Talata, c'est encore frais. Judicaël que vous ne connaissez que trop bien. Alors, si on ne fait pas vite, pour exploiter cette psychologie-là, alors qu'on n'a plus de conseillers communaux, alors qu'on n'a pas de députés, eh bien, le temps va faire son œuvre et on va oublier ça. Et si on oublie ça en politique, le timing, la gestion du bon timing est très importante. Fernando Ressources sur cette actualité. Non, écoutez, est-ce que vous me permettez au moins de sourire? Il vous C'est le droit de l'homme. Il vous a permis de sourire alors. Patrice Talon les a réunis les jeunes. Il leur a parlé. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut encore dire? Le 28 juillet, j'étais au palais, j'ai écouté ça, mais c'était comme une prophétie. Et maintenant, Mais personne c'est ne dit incroyable. que c'est réalisé. Cette prophétie-là. Mais je vous dis, ouais. c'est incroyable. Et quand Jimmy Tokwe, le président passé a même interpellé Jimmy Tokwe. Il est où? Ouais, je précise qu'il était d'abord dans la salle, complètement derrière. Ouais. Et le chef de l'État qui a demandé d'abord à ce qu'on le ramène devant. Devant. Et j'ai vu Wilfried Léon Noumidi aller le chercher. Et il est venu s'asseoir. Et les deux se regardaient. Et le chef de l'État a bien fait de consacrer une bonne partie de son intervention à ce dialogue entre Guy Mitopé, qui représentait très bien, et la jeunesse, et cette opposition Tout à fait. à qui il redemandait chaque fois qu'est-ce qui S'il nous vous plaît. oppose. Qu'est-ce qui nous... Je vous dis, reprenez ça. Ces échanges-là, jouez ça aux populations. Qu'est-ce qui nous oppose? Vous, c'est quelle idéologie? Moi, c'est quelle idéologie? Mais je vous dis, c'est incroyable. Oh là là, Patrice Il a dit on Talon. peut avoir les mêmes candidats. Patrice Talon. On est arrivé où? Il avait... C'est comme si c'est un livre dont l'écriture est allée jusqu'au 24 mai et il était le seul à avoir eu accès à ça. Tous les remous qu'il y a eu après, les réactions, c'est tout ça là qui avait amené le président Boni Yahi à être maladroit. Maladroit. Oui, Ouais. je parle de maladresse. Aujourd'hui, il est en Maintenant- difficulté pour faire le retour, alors que la nation demande, a besoin de lui pour être là où il doit être, Je mais il dis- finira par le faire. Au bon moment, le président Talon avait fait ça. Imaginez que Yahi Boni l'ait Tenir la perche. récupéré. Vous allez voir ce que ça allait donner. Mais ils ont commencé à dire, ah, il y a des trucs en bas, il y a des négociations, jamais. Parce que il suffit que quelques individus crient, gueulent, jacassent pour qu'on ait l'impression qu'on a mis tout le pays en boule contre le pouvoir qui est là. C'est faux. C'est faux. Et aujourd'hui, ce qui aurait dû être fait il y a un peu moins d'un an, c'est ça que les gens courent à faire. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Mais Point. Fernando Ressources estime que Patrice Talon, dans le temps où il a tenu ces propos-là que vous nous rappelez ce samedi, que il était dans une philosophie de vouloir créer presque comme un parti uni où il n'y aura presque pas C'est pour ça d'opposants. que j'ai dit que le président Yahi Boni a été maladroit parce que sa déclaration avant sa retraite de santé, j'ai dit, aïe, 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 le président Yahi Boni n'a pas compris. Le président. Alors, si le président Talon veut avoir un groupe compact, est-ce que ce n'est pas son droit? Je dis, c'est son droit. Il veut avoir un groupe compact. Il va chercher Léandre. Léandre, viens. Menons la réflexion. Menons la réflexion. Et tu dis, pourquoi il va me proposer une telle réflexion? Alors que maintenant, la réflexion ne signifie pas exécute ce que je dis. Non. Mais moi, voici mon idée. Menons la réflexion. S'ils avaient mené ensemble la réflexion, est-ce qu'on n'aurait pas eu, est-ce qu'on aurait eu le mélodrame
auquel on a assisté au niveau des démocrates, ébouer, disparaître, et aller. Est-ce qu'on aurait eu ça? Peut-être un candidat du bloc UPBR serait le candidat à la présidence de la République, le vice-président de la République serait issu des démocrates. Ouais. Et Talon est allé jusqu'à dire, attendez, moi je suis en train de partir. Les démocrates là, ils seront opposants de qui? Ils vont s'opposer à quoi? Puisque Talon partait. Mais c'est ça le problème. Du moment où Talon est parti, vous avez vu, au Niger, si Vélu n'a qu'à continuer de dire il y a des bases au Bénin, des bases étrangères au Bénin. Bases étrangères, vous savez ce qu'on appelle base militaire? Voyez-vous? Donc, restons patients, réfléchissons, et quand on a en point de mire l'avenir de toute une jeunesse, on met toujours de l'eau dans son vin. Mais j'avoue que ce n'est pas facile en l'absence d'engagement civique. C'est pas facile en l'absence d'engagement civique. Et avant de parler de ce procès de Hubert Daïvoire qui refait surface, l'intervention de Fernando Ressoum m'amène quand même à poser une question. Lorsqu'on y voit de près, à son analyse, on a le ressenti de la concrétisation de cette prophétie de Patrice Talon où Romuald Wardani apparaît comme l'homme du consensus national en réalité. Oui, tout était savamment planifié. Et c'est très important, la planification, la stratégie, et même la stratégie avancée, qui vous conduit à aller vers votre cible. Vous savez, je ne sais pas si vous est arrivé de vous familiariser avec le fonctionnement du système sanitaire, par exemple. Quand les agents de santé vous disent qu'ils vont en stratégie avancée, c'est que la personne qui doit bénéficier de leurs soins, ils se déplacent pour aller dans son espace de vie, pour plus de proximité, plus de regard sur les conditions de vie, et pour briser les blocages qui empêchent l'autre d'adhérer à ce qui va lui être fait. Et Patrice Talon a tellement bien joué qu'il a brisé les codes. Il a voulu montrer aux Béninois que ce jeu politique qui veut que quelqu'un soit désigné opposant de l'autre et qu'à peine il se salue, ou qu'il soit difficile que les deux se prennent photo ensemble en plein jour. Et il ne faut pas dire que je t'arrête. J'ai retenu le jour-là une expression de Patrice Talon. Je veux amener les Béninois à travailler ensemble. Ouais. J'ai dit waouh. Le mot ensemble encore. Oui, et il a donné des exemples. Il a dit par exemple plusieurs fois dans des interviews majeures, il a dit si lui il avait été comme Boni Yayi et si Monsieur Zinsou Lionel avait écouté Boni Yayi, que lui, Patrice Talon, n'aurait jamais bénéficié des compétences de Lionel Zinsou en tant que Béninois pour venir aider au développement du Bénin. Donc, l'idée de ceux qui veulent être va-t-en-guerre tout le temps, c'est que une fois que Lionel Zinsou a été candidat face à Patrice Talon et que Patrice Talon a gagné les élections, jusqu'à ce que Patrice Talon quitte le pouvoir, Lionel Zinsou doit le regarder comme un ennemi. Alors que Lionel Zinsou, c'est pas parce qu'il a échoué à une élection présidentielle que ce qu'il est de façon intrinsèque. Qui va échouer à développer le Bénin. Le Bénin ne peut pas en bénéficier. Aujourd'hui, le Bénin continue d'en bénéficier. Il y a un banquier d'affaires, ce qu'il fait pour beaucoup de gouvernements dans le monde, c'est trop. Mais le pays lui dit, une digression. Le projet City est là, viens nous aider. Et vous vous rappelez très bien ce que le Zinsou avait dit et qui avait énervé beaucoup d'opposants ici. Il n'a demandé la permission à personne pour dire mais où est-ce que le Bénin est en train de faire sur le plan agricole en Afrique là? C'est extraordinaire. Et ça, on a besoin de le dire parce que lui, il est avec les grands du monde dans des espaces forcément où nos dirigeants aussi sont dans des espaces donnés. Mais là, le périmètre d'influence où il est là, il a besoin de dire ça très fort. Que certains médias, quand le Zinsou parle, sans payer le service marketing, les plus grands médias du monde relaient. À cause de sa personnalité. Oui. Et donc, il dit, si je glisse cette performance du Bénin dedans, est-ce que ça a été un cadeau que de désigner le Bénin comme meilleur pays africain en matière de gestion budgétaire et de préservation des finances publiques? Non, il faut le dire ici, le ministre Wadaï, qui est devenu président, avait été désigné meilleur ministre des Finances et de l'économie d'Afrique. Ces institutions qui désignent là ne sont pas corrompues pour faire ça.
Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Si, par exemple, les Béninois, ou qui se trouvent dans quelque formation politique où ils se trouvent, se rendent compte que ce qu'on peut mettre à l'actif d'un gouvernement qui est là est plus fort que son passif qu'on peut traiter, on peut améliorer. Oui. Pourquoi vous voulez qu'on dise on est opposant, on est opposant? Le schéma qu'il a dit, par exemple, tout à l'heure, Oui, pour que conclure, pour il y conclure. a un candidat de la majorité présidentielle, les partis de la mouvance, qui désigne le président, le titulaire du ticket, et que le vice-président sorte du parti Les Démocrates, par exemple, et qu'on aille à une élection. Vous savez que la constitution du Bénin n'empêche pas qu'il n'y ait qu'un seul duo pour aller à une élection. J'ai l'impression que beaucoup de Béninois sont tellement embarqués Mais est-ce dans... que c'est élégant? Non, non, s'il vous plaît. L'affaire, ce n'est pas d'abord de l'élégance. L'affaire, c'est de la légalité, la légitimité et de la pertinence. D'accord? Mais en sport, là, vous avez très bien joué, mais vous avez perdu. Ça signifie quoi? Au calcul, les organisateurs Vous rentrez. Et ça me permet de faire une digression positive. Mais c'est vrai, quand vous gagnez et que vous avez encore bien joué, oui, ça permet tout ce qui est dit est quand même agréable à écouter, agréable à voir pour nos amis internautes qui nous suivent actuellement. Mais il y a une question sur laquelle beaucoup sont remplis d'espérance. C'est de savoir que fera Romuald Wardani de ceux qui sont qualifiés par leurs sympathisants d'exilés ou de prisonniers politiques. Donc, vous savez, nous n'allons pas rentrer dans la tête de Romuald, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il s'agit d'une situation qui le préoccupe. Et c'est une situation qui préoccupe habituellement tous ceux qui prennent le pouvoir après un régime. Ce n'est pas nouveau. Et ne soyons pas surpris que dans les mois à venir, il y ait que les lignes bougent. Que des lignes bougent. Que les lignes bougent. Merci à vous. Mais on ne va pas lui mettre la pression. Laissons-le tranquille. Il est en train d'y travailler et vous allez voir. Est-ce que vous pensez que des lignes vont bouger avec la reprise du procès de Pierre Hubin dans Yvon? D'abord, par rapport à ça, personnellement, je suis agacé. Si j'étais de la famille de Danivon, chaque fois, c'est comme si on remuait le couteau dans la plaie. On parle de civisme. C'est encore le civisme. Quand des gens disent « j'ai endossé la responsabilité de l'assassinat de tel contre rémunération ». C'est-à-dire, pour qu'on en arrive là, c'est-à-dire tu acceptes d'aller en prison. Tu acceptes que tu as fait quelque chose, au-delà tu ne l'as pas fait. Au-delà d'aller en prison, tu acceptes qu'il soit retenu que de ta vie, tu as ôté la vie à une personne. Même si tu ressors de la prison, tu ne perds pas ce manteau-là. Je ne sais pas si... Donc, on a du boulot. Donc, c'est le procès d'Anivon qui me préoccupe, moi. Dès que j'ai appris ça, j'ai dit, la question de l'engagement civique est totale. Sur la même question, j'ai le cas très rapidement, avant qu'on parle de la Coupe du Monde pour conclure. Je souscris à l'idée que ça devient agaçant. Je voudrais me permettre même de dire quelle est la difficulté de l'appareil judiciaire pour que ce procès soit autant une patate chaude qui, quand on la prend dans les mains, on joue, la jette et ça reste là au frigo et après on ressort ça. Soit à la fin d'un mandat ou au début d'un mandat. Je veux espérer que les mêmes politiques qui semblent tourner autour de ça, parce que je ne dis pas qu'elles sont en train de tenir l'affaire, parce que l'appareil judiciaire est censé être crédité de bonne foi, et je le crédite de bonne foi et de compétence, à connaître de ce dossier, à en finir. Nous sommes dans une sociologie où quand vous perdez un parent, on a besoin de vous aider à faire votre deuil. On n'a pas besoin de vous rappeler tout ça. C'est pourquoi quand les anniversaires de décès arrivent, c'est plutôt qu'on travaille à rappeler les faits d'armes de celui qui est parti et non à continuer à nous donner l'impression que on veut encore chercher à savoir pourquoi votre parent est mort. On veut savoir s'il vit ou il ne vit pas.
Si un enfant était né au moment où cette affaire est arrivée, aujourd'hui, il a quel âge? Je vous en prie, on va lui dire tout ça. Mais non, il y a quand même un intérêt à ce que le procès revienne et qu'on en finisse cette fois-ci pour de bon. C'est ça. C'est qu'il y a des gens qui sont en détention. Moi, j'ai connu un jeune, par exemple, à Mossoul, le jeune militaire qui est traîné devant la justice, qui faisait la prison depuis 15 ans aussi. Oui. Je l'ai connu à Roulakodi, là. Je connais ses parents correctement. J'ai été surpris d'entendre son nom. Non, moi, je ne suis pas chargé de le culpabiliser ou de l'innocenter. Mais je dis, c'est pas normal qu'il soit en prison tout le temps. Et surtout, là, en détention préventive, c'est-à-dire n'est pas encore jugé. Le droit d'un prisonnier ou de quelqu'un qui a interpellé, c'est qu'on lui notifie. Et ça, le code pénal, là, c'est même dans les heures qui suivent. Vous lui notifiez les chefs d'accusation. Après, dans un délai raisonnable, vous lui faites un procès en mode et due forme et il sait à quoi s'en tenir. Quand quelqu'un est en train de purger une peine, il se sent plus à l'aise dans sa tête que s'il ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. Donc maintenant, même celui qui a décidé de dire oui, c'est moi qui ai tué dans Yvon. Après, il dit ce n'est pas moi. Bon, il est un fruit de l'insuffisance d'éducation civique à la moralité et à la responsabilité publique citoyenne. Bon, il faut qu'on le prenne comme exemple pour éduquer et que lui, que la nation puisse trouver des mécanismes d'accompagnement de ces personnes qui sortent de ce couloir-là pour dire comment on fait pour faire encore d'eux des citoyens qu'il faut. Et à la famille, enfin, qu'on vous dise, vous savez, je ne voudrais pas choquer la famille d'un Ivoire. Il arrive que, moi je suis né dans un milieu lacustre. On dit souvent que les fleuves et la mer ne gardent pas les choses souillées. C'est-à-dire que vous perdez un parent, pas noyade, très souvent, 2-3 jours après, vous retrouvez le corps. Oui. Mais il arrive des moments où quelqu'un meurt dans l'eau. Vous ne retrouvez pas son corps. Non pas parce que le fleuve ou la mer n'a pas rejeté, mais peut-être que le fleuve ou la mer a rejeté ailleurs où vous n'avez pas eu assez pour faire enquête. Mais vous faites le deuil et vous faites, une fois que vous avez la preuve qu'il est mort par noyade, et vous faites ces cérémonies et son âme repose en paix. Alors, qu'on finit, tant qu'on ne va pas finir avec ce procès, au niveau de la famille, on aura l'impression qu'il y a même des cérémonies traditionnelles qu'on ne peut pas faire. Voilà. Tant que la justice, son fonctionnement montre qu'on n'a pas encore établi même qu'il est mort, on n'a pas encore établi que quelqu'un... Parce que si on n'arrive pas à trouver que quelqu'un l'a tué, on va conclure qu'il a disparu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a disparu que la justice, au sens du droit, va écrire qu'il est mort. Non. Tout à fait. OK? Et s'il n'est pas mort, on ne peut pas faire... certaines cérémonies. Donc, il faut qu'on en finisse avec ça. Regardez, et puis après, c'est comme si ça permet aussi qu'ils m'excusent. Je les admire beaucoup, les avocats. Mais j'ai l'impression que ça permet à des gens aussi de faire leur show. Et, non, c'est comme l'affaire de ICC Service dans ce pays. Des familles, des gens sont morts plein. On a tout le temps traîné. Des dirigeants se sont permis, par exemple, Yaïboni, de promettre des choses. Après, ça n'a pas été fait. On a fini par faire le procès. J'ai plus entendu des avocats qui se sont mis en vedette que de voir une population spoliée rentrer et ceux qui sont morts. Donc il fallait au moins ça a eu le mérite. Merci. On a fini avec Julien ça. Kitty, on aura compris vos ressentis et ça me permet de poser la dernière question à Fernando Ressou qui est reporter sportif. La Coupe du Monde, elle se déroule. Quelles sont vos appréciations sur cette Coupe du Monde-ci? Mes appréciations sur cette Coupe du Monde, d'abord, je regrette que mon pays n'y soit pas. Je le regrette parce que... Votre pays a été à un doigt de faire le miracle. On était, bon, je vais dire à 2 doigts. Pour ne pas être trop prétentieux. Voilà, on était à 2 doigts d'y être. Et l'Afrique du Sud, qui nous a chippé la place, on était premier à un moment donné, hein, a très mal démarré. J'étais frustré. J'ai dit, ils nous ont pris la place pour faire ça. Mais l'Afrique du Sud est qualifiée pour le second tour grâce au règlement de cette Coupe du Monde. Un règlement que mes confrères occidentaux avaient eu à décrier lorsqu'il s'est agi de la Confédération africaine de football de repêcher un meilleur troisième. Vous me suivez? Aujourd'hui, même ils sont en train de la... Aujourd'hui,
Il apprécie. Aujourd'hui, il apprécie parce qu'il n'y a que comme ça qu'il faut procéder pour continuer avec les tableaux. On n'a pas suffisamment de temps pour que je m'étende sur les explications. Globalement, je vais me prononcer sur les 10 nations africaines. Je suis à la fois déçu et heureux. Heureux de constater que le football n'est pas une science exacte. Heureux de constater que aucune nation africaine aujourd'hui ne va sur le plan international en victime expiatoire. Les prestations qui m'ont le plus ébloui, vous allez être surpris, c'est le Cap-Vert que je cite. Oui, bien sûr. En numéro 1. Ouais. Première participation. Je dis première participation. Est-ce que vous les avez vus jouer? C'est fantastique. C'est vrai que les Lions de la Teranga sont dans une passe. C'est pas évident qu'ils se qualifient. Non, c'est difficile. C'est pas évident. Même s'ils ont 3 points, avec tout ce qui se passe, tous les développements, il y a un nombre donné de meilleurs troisièmes. Et il y a beaucoup d'équipes qui sont déjà troisièmes avec 4 points dans leur groupe. Voyez-vous? Alors, si je prends la prestation du Ghana contre l'Angleterre, et je vous informe que c'est l'Angleterre, le football est né en Angleterre. Ouais. Et ce que le Ghana a fait face à l'Angleterre, du point de vue de la maturité technico-tactique, waouh! Vous avez vu le Maroc face au Brésil. Ils étaient à tu et à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la Côte d'Ivoire, c'est dans les profondeurs du temps additionnel que l'Allemagne arrive à prendre le dessus, le moment où l'Afrique va soulever le trophée, malgré tout ce que les Européens sont en train de mettre en place pour que ça n'arrive jamais, les Américains ont tout fait, ils n'ont pas pu bloquer le rouleau qui a amené Barack Obama au pouvoir. Ouais. C'est ça qui va arriver un beau matin. J'en aurais conclu lorsque je vais sourire par rapport à ce que c'est Sonko qui l'a dit ou bien c'est Diomaye Faye. Si il dit qu'il souhaite avant le match que le Sénégal batte la France, bien sûr, d'aventure, la France batte. C'est Ousmane Sonko, c'est lui qui a dit. C'est d'aventure. Ce serait tout contre l'Afrique qui aurait battu l'Afrique. C'est l'Afrique qui aurait battu l'Afrique. Ouais. Franchement, j'ai aimé. J'ai tellement aimé que la chanson de Sagoran Danialo a pris toute son importance. Quand on dit que les Africains sont des ignares, des illettrés et tout, Danialo a dit non. Regardez dans l'histoire. Ouais. Le meilleur footballeur du monde, il est noir. Ouais. Le meilleur boxeur. Le meilleur boxeur de tous les temps, ouais. Il est noir. Le meilleur footballeur, le meilleur chanteur, le meilleur basketteur. Ouais, tout. L'Afrique soulèvera un jour ce trophée. Je ne dis pas que ça va être maintenant. Non. Mais ça viendra. Ça va venir et ce n'est pas loin. Merci à vous, Fernando Resso, pour cette belle analyse. Un petit commentaire, Julien Kitty. Moi, je voudrais également me réjouir de ce que présentent le visage que présentent les équipes africaines. Vous savez, pour analyser une compétition du genre, il faut d'abord voir l'histoire de chaque nation de football. Sur la Coupe du Monde qui se déroule actuellement, moi je m'intéresse d'abord au comportement des équipes africaines. Et je pense par rapport au niveau et à la qualité du jeu produit par les équipes africaines, il y a de l'espoir. Il y a que les nations de football africaines deviennent de plus en plus décomplexées et jouent contre les grandes nations sans souci. Et vous voyez de plus en plus de jeunes joueurs qui, face à des icônes de cette discipline-là, qui jouent comme si, d'abord, leur passion, c'est de dire, voilà,
qu'un jeune Ivoirien qui n'a pas 20 ans se dise, regardez ce que, il a 19 ans, Diomandé, ce qu'il fait. Du Sénégal, voilà, il est face, quand on parle de l'Allemagne, c'est quand même une très grande nation de football. Mais l'équipe allemande est mise en difficulté. Maintenant, après, les gens sont trop focus sur l'occasion en or que Adingra a et qui ne marque pas pour tuer le jeu. Mais ça aussi, ça va venir. Adingra, où il est aujourd'hui, je parle d'un jeune joueur ivoirien, il se dit, ah donc c'est ça aussi le haut niveau. Absolument. Et c'est, comment il s'appelle, l'ancien capitaine du Cameroun, Rigobert Song, qui parlait du troisième poumon, hein, une compétition où tout le monde, ils ont joué les prolongations, même toutes les deux équipes étaient fatiguées. On ne comprend pas comment, défenseur, Rigobert Song prend le ballon, il fait une vitesse où on dit, mais comment il trouve le souffle? Il va et il réussit à être à une certaine distance du portier adverse. Il met un tir que l'autre ne peut pas arrêter. On lui pose question, il dit, bon, lorsque tout le monde est fatigué, là, lui, il sort le troisième poumon. Donc, c'est sans complexe. Maintenant, il y a que l'évolution dans les règles de la compétition aussi. Ça arrange les nations africaines. Ça a été aussi une bataille que les responsables des organisations sportives ont menée. Et sur le nombre d'équipes africaines, si on ne va pas vers ces mutations-là, le nombre d'équipes africaines qui participent ne va pas augmenter. C'est comme dans les grandes institutions de l'ONU et autres là. L'Afrique a des batailles à mener à tous ces niveaux-là. Et je souhaite vivement que, je crois, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire a déjà réglé sa qualification pour le tour suivant. Je pense qu'il y a le dernier match. C'est réglé. Très bien. Alors, vous avez... le doublé de Nicolas Pépé. Très bien. Ils sont pour la première fois en 16e de finale. Ce qui me fait mal, c'est le pays détenteur du titre africain, le Sénégal, qui est un peu en difficulté. Et parlant vous avez parlé de Cap-Vert, qui pour la première fois participe à la compétition. Non seulement ils jouent comme si ils étaient déjà habitués, mais ils ont un gardien de but qui vit une autre histoire de vie pour lui. Absolument. Complètement singulière, à 40 ans et plus. Il n'a pas eu la chance de faire les grandes compétitions, les grands clubs et tout ça. Personne. Mais son souhait de pauvre type qu'il était, le gars a fait de petits clubs au point où il va jusqu'à dire, les larmes aux yeux, qu'il n'a pas pu mobiliser les ressources pour trouver le visa à sa maman pour venir regarder. Mais il est venu. J'ai eu l'impression de voir Oliver Kahn en train de faire des merveilles. Ça veut dire que, comme il a dit là, quand vous êtes bien éduqué, quand vous êtes motivé, et quand vous avez le sens civique de la défense des couleurs nationales, vous démultipliez vos capacités. Le miracle qu'on nous apprend dans les églises, là, c'est ces gens d'éducation qui devraient amener à ça. Parce que ce qui arrive à ce gardien de but, c'est comme si c'est Dieu qui intervient. Donc, il force la main au divin. Et c'est pourquoi le comité olympique actuellement est en pleine réflexion pour surfer sur l'engagement civique qui s'arrime au sport aujourd'hui, pour amener chacune de nos fédérations sportives à se doter d'une identité de jeu. Et quand on dit, ça c'est le handballeur béninois, c'est le footballeur béninois, c'est le lutteur béninois, la discipline, l'engagement, la ténacité, la pugnacité, le stoïcisme, l'excellence, le respect. On est encore dans un pays aujourd'hui où des joueurs sur qui on compte à quelques encablures de mise au vert, le joueur disparaît. Où on dit il est allé consommer ce qu'il ne doit pas consommer et tout. Et il dit aux gens, c'est sa vie à lui. Il est victime de la mauvaise éducation civique. Il ne sait pas qu'il joue pour une nation. Merci à vous, Jules-Léandre Kitty, pour ces belles analyses. Merci également à Fernando Ressou également pour ses beaux commentaires et belles analyses. Qui va prendre la route